Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Vincent Devers et de Gabriel Cluzel. Qu'est-ce que j'ai dit? Vincent, mais c'est très bien, c'est un joli prénom. C'est un joli prénom. Maintenant, c'est parce qu'on va entendre Vincent Herouette, qui a été, j'allais dire remarquable, tristement remarquable sur la situation des Alaouites en Syrie. 1000 civils tués à date dans ce pays. On connaissait le massacre des chrétiens d'Orient. Maintenant, ce sont les Alaouites et je vous propose d'écouter donc Vincent Herouette ce matin chez l'ami Pascal Praud sur CNews. Ce à quoi on a assisté depuis jeudi dernier, c'est un véritable pogrom contre les Alaouites. Vous savez, les Alaouites, pendant des siècles, ils ont été écrasés de mépris. Et au début de la Révolution, dans les mégaphones des mosquées, on entendait des imams expliquer que un Alaouite, c'est mieux d'en tuer un que de prier toute la journée, ou dire que il fallait les Alaouites au cimetière et les chrétiens à Beyrouth. L'histoire des chrétiens d'Orient, c'est une histoire de peur, de massacre continu. Mais l'histoire des Alaouites, c'est pire encore. Ils étaient absolument détestés par les sunnites. Et ils le sont d'autant plus aujourd'hui que pendant 50 ans, le pouvoir était alaouite. Ouais, et réduit à l'esclavage, avec c'est la suite du discours de Vincent ce matin qui disait qu'il y avait des petites filles de 8 ans qu'on rendait à l'esclavage, qu'on engrossait. Enfin bon, c'était une histoire d'épouvante absolument terrible. Et Hafez al-Assad était un alaouite, d'ailleurs, en arrivant en Syrie. Nathan Devers, sur cette situation en Syrie très préoccupante. Cette situation, je suis désolé de donner des détails crus, mais je crois que c'est très important. On parle de gens qu'on force à se mettre à quatre pattes tels des chiens. On leur demande d'aboyer, d'imiter l'animal, et puis une fois qu'on les a humiliés par dizaines, sur des petits chemins de terre, on leur tire une balle dans la tête. On parle d'un vieux monsieur de 60-70 ans que des islamistes portent et qu'ils jettent à plusieurs reprises au sol, la tête la première, pour lui fracasser progressivement le crâne avant de l'achever. On parle de chrétiens qu'on a mis sur une sorte de charrette en les tabassant jusqu'à ce qu'ils soient humiliés, dégradés dans la souffrance pour ensuite progressivement les tuer. On parle de quelque chose qui est d'une barbarie absolument inouïe, à l'image de l'islamisme. Maintenant, concernant l'analyse politique, la question qui se posera, c'est de savoir si là, ce que le président syrien par intérim dit qu'il fait, il dit qu'il appelle au calme, qu'il appelle à la justice, qu'il appelle à l'arrêt de ces massacres. Est-ce que ça aura un effet? Est-ce que le président syrien, d'abord, est-ce qu'il est à prendre au sérieux? Est-ce qu'il est sincère? Voilà, exactement. Est-ce qu'il est sincère ou est-ce qu'il joue un double jeu? Est-ce que uniquement parce qu'il a mis une cravate, il a quitté sa logique islamiste? Permettez-moi d'avoir quelques doutes à ce sujet. Mais même s'il était sincère, et c'est presque encore plus inquiétant, est-ce qu'il serait suivi d'effets? Ou est-ce que les combattants islamistes les terroristes islamistes qui sont en train de faire ces massacres ne vont pas estimer que sa parole n'a aucune valeur? Et permettez-moi de dire une dernière phrase. Vous aurez remarqué comme moi qu'en France, on a une partie du personnel politique qui ces dernières années était obsédé par les civils qui se faisaient tuer au Moyen-Orient quand c'était des Gazaouis. Mais là, on les a pas spécialement entendus. Moi, j'ai pas vraiment entendu Madame Hassan, par exemple, s'exprimer sur le sort des Alaouites et des chrétiens d'Orient, sachant que c'est quand même son pays d'origine, un pays dont elle parle énormément, et une dictature de Bachar el-Assad qu'elle avait peu dénoncée, et aujourd'hui un régime sur lequel elle est assez muette, c'est assez incroyable. Camarade Nathan Devers, oui, c'est son pays, mais c'est un pays avec plusieurs groupes ethniques, groupes religieux, et c'est peut-être pas forcément... Bon, j'en sais rien, je parle dans le vide, mais je ne sais pas si Madame Hassan est très très proche des Alaouites. Non, mais c'est un pays qu'elle connaît. Oui. Elle pourrait s'exprimer à ce sujet. Oui, mais justement, si elle est, comment dirais-je, si elle n'a pas de sentiments plus que ça pour les Alaouites, du coup on l'entend pas, mais il faudrait peut-être l'interroger là-dessus. Après, elle est difficile à contacter, Madame Hassan. Elle a bien voulu aller chez Jean-Jacques Bourdin l'autre jour, chez Sud Radio, pas sûr qu'elle revienne de sitôt dans un média français. Elle a dit des choses assez abominables. Oui, parce que l'ami Jean-Jacques, quand même, avec le métier qu'il a et les années de vol, les heures de vol qu'il a en radio et en télévision, a su lui poser les bonnes questions, si j'ose dire. Voilà, donc je pense que tout le monde a vu comment est-ce que elle lui avait répondu et ce qu'il fallait
Voilà. Enfin bon, on va pas. Je pense qu'on fait beaucoup de publicité pour Madame Hassan ce soir et donc ça n'est pas forcément utile. Gabriel Cluzel, en rejoignant un peu ce que disait Madame Bergeaud-Blaclair, finalement on est dans un même schéma. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas dans la même pensée, tout ce qui n'est pas dans c'est des mécréants, donc on tue, hein, on élimine. Alors nous, dans notre religion catholique, il faut pas ôter la vie d'un homme, puisque seul Dieu, dans les 10 commandements, on nous a appris qu'on ne tue pas les gens. Là, visiblement, c'est un peu différent, j'ai l'impression. Je crois précisément que c'est une forme d'ailleurs d'orgueil mêlé de naïveté. C'est que nous refusons de comprendre qu'il y a un tout autre état d'esprit ailleurs. Un autre logiciel. Vous savez, on dit la célèbre phrase aller avec des idées simples à l'Orient compliqué. Mais nous sommes toujours dans cet état d'esprit. Moi, je suis frappée, encore une fois, de la grande naïveté avec laquelle ce nouveau, ce rebelle qui avait déboulonné Bachar el-Assad est arrivé. Il a été accueilli par les Français notamment. Hein, Jean-Noël Barrot lui a tressé des couronnes de laurier en imaginant que parce que Bachar el-Assad était pas gentil, celui-ci serait pas méchant. Vous voyez un peu l'idée, c'est quand même très binaire et très manichéen. Il y a eu un premier signe avec la ministre des Affaires étrangères allemande, à laquelle il n'a pas voulu serrer la main. Les droits des femmes reculent depuis un moment. On sait que il a des états de service qui ne plaident pas pour lui, ni son gouvernement. Alors il a l'air de laisser imaginer qu'il a été dépassé et qu'il va remettre de l'ordre là-dedans. Il a quand même un ministre de la Défense, me semble-t-il, qui semble s'être félicité du résultat des opérations. Donc ce serait permettez-moi de rester extrêmement circonspect. Moi, je me dis, il y a des terres maudites. Vous voyez, c'est affreux, mais la Syrie, elle a souffert d'une guerre civile pendant des années, et là, elle se retrouve aujourd'hui de Karib en Silla. Il y a aussi cette idée occidentale, mais qui, encore une fois, je dirais qu'il y a presque un désintérêt pour les autres parce que nous refusons d'imaginer qu'ils ne pensent pas comme nous. C'est-à-dire qu'on va déboulonner. C'est la même histoire que pour Kadhafi, c'est la même histoire. On peut en citer beaucoup que pour Saddam Hussein. On déboulonne un dictateur et on se dit que ça va être merveilleux, ça va être la petite maison dans la prairie. Ce qui n'était, j'imagine dans votre propos, pas non plus pour défendre Bachar el-Assad. Non, moi je suis pas du tout gazer ses propres populations. Mais attendez, Bachar el-Assad, c'était loin d'être un enfant de cœur et je ne défends pas du tout Bachar el-Assad. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que on a toujours cette naïveté de croire que ces gens-là qu'on appelait rebelles tant qu'ils étaient contre Bachar el-Assad, mais qui étaient en fait des islamistes fondamentalement, qui se battaient entre eux. Vous voyez, il y a eu des tensions avec Al-Qaïda, etc. Mais c'était sur des questions stratégiques, pas sur des questions de fond. Eh bien, allaient devenir comme des bons occidentaux parce qu'ils portaient une cravate, ça allait bien se terminer. Ben non, voilà, ça se termine pas bien. Les uns peuvent être méchants, Bachar el-Assad peut être méchant et celui qui lui succède peut être aussi méchant. Si vous voulez, c'est cette espèce de géopolitique façon série B américaine me perturbe profondément. D'ailleurs, ça a été la façon de faire des Américains. Ça a été un état d'esprit américain. Alors moi, je peux comprendre les affaires de réel-politique. C'est pas un état d'esprit américain. C'est-à-dire que les Américains, c'est pire que ça. C'est-à-dire que, souvenez-vous ce qui s'est passé en Irak. Il y a eu la guerre Iran-Irak et donc du coup, les Américains ont armé l'Irak face à l'Iran qui avait... Vous souvenez-vous, en 79, changé de régime, et on sait très bien, ne serait-ce que ce qui avait été le siège de l'ambassade américaine à Téhéran, donc on s'en souvient. Et donc, et après, revers de bâton, finalement, on a complètement changé d'avis, mais de façon à 360 degrés, l'idée qu'on avait des Irakiens, et on a effectivement... Donc, c'est encore un double jeu, mais là on rentre dans des considérations qui sont difficiles. Dans ce que l'on offre à croire aux peuples occidentaux, c'est une vision toujours très manichéenne. C'est un jeu de billard à 3 bandes, je suis d'accord avec vous, de la part du gouvernement américain, mais je vous rappelle quand même le narratif et le récit en Irak. Comprennent quelque chose à ce qui se passe. Alors, soit on arrête, mais dans ce cas-là, alors on dit les chrétiens d'Orient, qu'est-ce qu'on fait? On les rapatrie, on dit n'y allez pas. Et infiniment triste qu'il n'y ait plus de chrétiens d'Orient en Orient, c'est le berceau de la chrétienté. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On y va, on dit arrêtez parce que de toute façon il n'y a rien à faire. Est-ce que c'est trop tard ou est-ce qu'au contraire on poursuit des efforts? Et si on poursuit des efforts, on les poursuit comment? En attend de verre. Je pense qu'il y a une
question qui se pose, très concrète, est-ce que la Syrie continuera d'exister ? Parce que la Syrie est, en tant que nation, avec ses frontières, est une création artificielle dont le tracé a été fait par l'Occident, notamment au moment des accords Sykes-Picot, comme l'Irak d'ailleurs. C'est une création... Comme beaucoup de pays. Et comme beaucoup de pays, bien sûr. Mais c'est une construction avec plusieurs sociétés qui, contrairement à nous, ne vivent pas toujours, si vous voulez, entremêlés, mais qui ont aussi parfois des destins complètement séparés, voire des volontés de fonder des pays séparés. Les Kurdes, pour une très très grande partie d'entre eux, pour une très large majorité d'entre eux, aussi bien en Syrie qu'en Turquie, qu'en Iran, qu'en Irak, ils estiment qu'ils sont ni iraniens, ni turcs, ni syriens, ni irakiens, mais qu'ils sont kurdes. Et ils sont depuis plus d'un siècle pour l'érection d'un Kurdistan autonome et indépendant. Oui. Donc la question qui se posera... Et on a l'impression que le monde entier leur dit non. Bien sûr. Oui. Mais là, on a l'impression, avec ces persécutions d'opposants, qu'il est possible, on ne sait pas, on verra, mais que ce qui s'appelait jusqu'alors Syrie se désintègre, se découpe, se fragmente, et que ça donne naissance à plusieurs pays distincts. Oui, c'est possible. Oui, mais il faudra l'accepter. Parce que aujourd'hui, on dit bah non, mais ça ne peut pas être comme ça. Mais ça, regardez l'histoire du monde dans les siècles auparavant. Il y a eu des pays qui ont disparu, qui ont donné naissance à d'autres pays. Bien sûr. Mais aujourd'hui, on a un logiciel, pour reprendre votre terme, Gabriel Cluzel, qui est tellement, j'allais dire, saturé par je pense une accumulation d'informations qui est vraiment grandissant, qu'on se dit aujourd'hui, arriver à la pointe de la technologie avec l'intelligence artificielle, avec une accumulation, on se dit qu'on est tellement surpuissant qu'on ne peut plus changer les règles, alors que peut-être il y a quelques siècles, on pouvait l'accepter parce qu'il y avait encore des partages de territoires. Oui, mais peut-être qu'aussi, mais c'est aussi une leçon pour nous, c'est que le multiculturalisme arrive au multiconflictualisme, si vous me permettez ce néologisme. Et il y a des choses qui sont en train de se faire chez nous. Donc là, dans ces pays-là, ça s'est fait un peu dans l'autre sens, c'est qu'il y a eu des tracés artificiels qui ont été faits et qui n'ont peut-être D'autres pas... vous diront que c'est un rééquilibrage, justement. Oui, qui n'ont pas tenu compte de ces données, mais le problème, c'est que chez nous, il n'y avait pas de multiculturalisme, on est en train de créer de toutes pièces des situations qui, on le voit, sont un peu ingérables. Et par ailleurs, moi, j'ai beaucoup de mal avec l'angélisme à l'endroit des islamistes. Voilà, c'est tout, il faut quand même le dire. Je pense pas que je parle de ça, mais on va y revenir juste après le journal permanent et une première pause. À tout de suite sur Europe 1, il est 9h moins le quart.